Remettez tous les biens de l'entreprise, a exigé la sœur de ma femme, la DRH, après mon licenciement pour son jeune copain. J'ai souri et leur ai donné les clés de l'immeuble. Le PDG m'a appelé 1 heure plus tard en hurlant, « Pourquoi y a-t-il un avis d'expulsion scotché à la porte de mon bureau ? Je m'appelle Mason Trigg, et laissez-moi vous dire une chose. Depuis 20 ans, je suis l'équivalent humain du ruban adhésif dans cet endroit maudit qu'ils appellent Pinacle Solutions. Vous savez, ce truc gris et collant qui fait des miracles et qui maintient tout en place quand tout s'écroule ? Oui, c'est moi. Sauf qu'au lieu d'être imperméable, je suis juste trempé par les larmes de l'incompétence des cadres intermédiaires. Officiellement, ma carte de visite indiquait « responsable des installations et des opérations », ce qui semble sophistiqué, jusqu'à ce qu'on réalise que c'est le jargon de l'entreprise pour un type qui fait tout ce que personne d'autre ne veut faire. J'avais plus de casquettes qu'un mannequin de friperie en pleine crise d'identité. Plombier. C'est moi qui rampe sous les éviers à 6 heures du matin parce que Karen de la comptabilité a décidé de jeter ses cristaux de soutien émotionnel dans les toilettes. Travaux d'électricité. Votre serviteur électrocuté 2 fois par mois parce qu'un génie a trouvé l'idée géniale de brancher un radiateur d'appoint, une cafetière et une plateforme de minage de crypto-monnaies sur la même multiprise datant de 1987. Intervention d'urgence. Ouais, je suis votre homme. Vous vous souvenez de la fois où le système d'arrosage s'est déclenché pendant la réunion trimestrielle du conseil d'administration ? Pendant que tout le monde courait dans tous les sens en hurlant à cause de leurs MacBooks, c'est moi qui ai découvert que Brad du marketing vapotait directement sous le détecteur de fumée depuis 3 mois d'affilée. Cet homme était un véritable incendie ambulant avec une caution humaine. Coupure de courant, panne de serveur, la fois où quelqu'un a essayé de faire cuire du poisson au micro-ondes dans la salle de pause et a déclenché une évacuation générale. Tout ce que vous voulez, j'ai tout réparé. J'étais le ciment invisible qui maintenait ce cirque d'entreprise ensemble, avec rien d'autre que de la rancune, de la détermination et une relation malsaine avec les boissons énergisantes. Tout le monde pensait que j'étais juste le type discret qui faisait disparaître les problèmes comme par magie. Il me voyait avec mon cardigan miteux, la ceinture à outils cliquetant comme un homme orchestre, et me prenait pour une sorte de magicien de la maintenance qui vivait dans le placard à fourniture. Même Gregory Brent, notre illustre PDG qui portait des costumes plus chers que ma voiture, pensait que j'étais encore réceptionniste. Sans blague. Cet homme passait devant mon bureau tous les jours depuis 2 décennies. Et le mois dernier, il m'a demandé de le muter aux installations. Je suis Greg des installations. Mais les jeux corrigés ? Non. Pourquoi faire éclater sa petite bulle d'ignorance de cadre alors que c'était si amusant de le voir trébucher dans la vie en pensant que le bâtiment fonctionnait à la bonne humeur et aux larmes de licorne ? Maintenant, laissez-moi vous brosser un tableau de ma situation familiale, car elle est aussi stable qu'une tour de Jenga en plein tremblement de terre. Ma femme Kendra travaillait au développement produit, ce qui signifiait qu'elle passait ses journées à se disputer pour savoir si les boutons devaient être bleus farine de maïs ou perincle, tandis que je maintenais littéralement les lumières allumées. Ne vous méprenez pas, j'adore cette femme, mais je me demandais parfois si elle se souvenait que quelqu'un devait bien entretenir le bâtiment où elle concevait ses précieuses palettes de couleurs. Et puis il y a sa sœur cadette, Melody Hart, qui venait d'être couronnée directrice des ressources humaines. Fraîchement diplômée en ressources humaines, avec une spécialisation en gestion de la vie quotidienne. Cette fille avait une obsession pour Pinterest à faire pleurer Martha Stewart. Et elle avait à peu près autant d'expérience du terrain qu'un poisson rouge essayant de piloter un sous-marin. Je parle de zéro, rien du tout. Un jour, elle m'a demandé où se branche le câble Ethernet tout en fixant un mur rempli de ports réseau. Cette femme ne trouverait pas d'eau en tombant d'un bateau. Mais d'une manière ou d'une autre, l'entreprise a décidé qu'elle était qualifiée pour gérer les ressources humaines d'une entreprise technologique. Mais voilà le hic, elle a obtenu le poste parce que le népotisme est plus fort que la boue mystérieuse qui remonte parfois des canalisations du sous-sol. Des liens familiaux, chérie. Rien ne dit mieux qu'un candidat qualifié que de partager son ADN avec quelqu'un qui y travaille déjà. Le fait qu'elle ne parvienne pas à utiliser l'imprimante du bureau sans appeler le support informatique 3 fois par jour n'était apparemment qu'un détail. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres matins de ma délicieuse existence. Je suis entré au bureau à 6h30, car c'est à ce moment-là que le bâtiment se réveille et commence sa crise quotidienne, et j'ai immédiatement entendu la machine à expresso siffler comme un serpent enragé. Pas le gentil sifflement qui annonce l'arrivée du café frais. Non, c'était le sifflement diabolique qui signifie « je vais mourir d'une mort spectaculaire et emporter la moitié du système électrique avec moi ». J'ai attrapé ma fidèle lampe de poche, celle avec le ruban adhésif enroulé autour du manche,
car même mes outils en avaient besoin, et je me suis glissé derrière le rack serveur comme un spéléologue informatique d'âge mûr. Le sol était froid, poussiéreux et recouvert d'une quantité suffisante de câbles pour alimenter un petit village italien. Mes genoux craquaient plus fort que le système de climatisation du bâtiment, ce qui n'était pas peu dire, car cette chose ressemblait à un morse agonisant dans son meilleur jour. Alors que je me faufilais dans l'espace exigu derrière des équipements bourdonnants valant des milliers de dollars, la lampe torche serrée entre les dents comme un pirate électricien dément, j'ai ressenti ce sentiment familier de malaise. Vous savez, celui-là. C'est le même sentiment qu'on éprouve quand on entend son ado dire « T'inquiète, je m'en occupe ». Juste avant que quelque chose n'explose. La dernière fois que quelque chose a sifflé comme cette machine à expresso, toute l'allée a été privée d'électricité pendant 4 heures. Et j'ai passé ma pause déjeuner à expliquer à 40 employés de plus en plus hostiles pourquoi leurs ordinateurs avaient soudainement décidé de faire une sieste imprévue. Ce matin-là, entassé derrière le rack serveur avec des moutons de poussière de la taille de vrais lapins et une odeur particulière de brûlure électrique dans l'air. J'aurais dû me. C'était fait. Juste à côté, j'ai placé mon tout premier talon de chèque de paie de Pinacle Solutions, celui qui montrait un salaire si bas qu'il ferait pleurer les stagiaires modernes avec sympathie. Mais j'ai été tellement fier de ce chèque de paie, si reconnaissant de faire partie de quelque chose de plus grand que moi. Tellement naïf de ce que la fidélité des entreprises signifiait réellement dans la pratique. En dessous de ces 2 artefacts de mon ancienne vie, j'avais encadré quelque chose de nouveau, une copie de l'acte dans le bâtiment Pinacle, fraîchement signé et notarisé, avec mon nom bien affiché en tant que nouveau propriétaire légal. Parce que lorsque Bloom Pulse Wellness a proposé d'acheter la propriété au lieu de le louer, quand ils m'ont présenté un chèque qui avait plus de 0 que je n'aurais jamais vu en un seul endroit, j'ai réalisé que parfois la meilleure vengeance ne devient pas seulement, elle devient riche pendant que vous obtenez même. Le prix d'achat était suffisant pour rembourser mon hypothèque, financer une retraite confortable et avoir encore assez de reste pour acheter un bateau que je n'utiliserais jamais dans une maison de vacances en Floride où je pouvais m'asseoir sur un porche et boire de la bière tandis que d'autres personnes réparent des choses pour un changement. L'ironie était délicieuse. Gregory Brent m'avait licencié pour économiser de l'argent sur mon salaire. Et ce faisant, il m'avait rendu plus riche qu'il ne l'avait jamais été. Kendra est entré dans le couloir juste au moment où j'admirais mon petit musée de vengeance d'entreprise. Nous dormions dans des chambres séparées depuis que toute la trahison de la famille a été révélée. Mais elle avait fait des bruits sur les conseils et la réconciliation et toutes ces choses que les gens font quand ils réalisent qu'ils ont soutenu le mauvais cheval dans une querelle de famille. Elle a regardé l'affichage du mur avec quelque chose qui aurait pu être regret ou aurait pu être une indigestion. C'était difficile à dire avec Kendra parfois. Mason, dit-elle doucement, c'est ainsi qu'elle me parlait depuis moi, comme si j'étais un animal dangereux qui pourrait se boulonner si elle parlait trop fort. Il est peut-être temps de lâcher toute cette colère. Je me tournai pour regarder ma femme, cette femme que j'avais été mariée depuis 15 ans, qui avait regardé sa sœur détruire ma carrière et que je ne l'avais rien fait pour que cela ait profité de mon travail avéré pendant 2 décennies sans jamais de me présenter à moi. La colère, hâte-je, vraiment confus. Il s'agit de ce qui se passe lorsque vous traitez les gens comme s'ils étaient jetables et découvrez ensuite qu'ils étaient en fait indispensables. Elle voulait dire autre chose. Je pouvais le voir dans ses yeux, le désir de lisser les choses et de prétendre que la famille signifiait quelque chose de plus que des obligations d'ADN et de vacances partagées. Mais elle ne l'a pas fait, car même Kendra n'était pas assez stupide pour discuter avec un homme qui venait d'avoir 20 ans de servitude d'entreprise en un empire immobilier de plusieurs millions de dollars. J'ai regardé cette clé en laiton accrochée à mon mur, brillant au soleil de l'après-midi comme un trophée de la guerre la plus satisfaisante du monde. Ils avaient voulu que je partît. Mélodie avec ses rêves Pinterest et ses mots à la mode d'entreprise. Grégory avec ses costumes coûteux et son éthique moins chère. Même ma propre femme avec sa complicité silencieuse et sa neutralité calculée. Fin. Il m'avait dit de retourner toutes les propriétés de l'entreprise, chaque dernier équipement et l'accès qui m'ont connecté à leur royaume d'entreprise. Et j'avais fait exactement ce qu'ils avaient demandé. Je leur ai rendu les clés de leur bureau, de leurs placards et des salles de serveurs et des espaces de conférence où ils ont pris toutes leurs décisions importantes concernant les personnes sans importance. Mais dans la belle justice poétique des conséquences involontaires, j'ai pris toute la putain de bâtiment avec moi. Parce que parfois, lorsque vous êtes invisible assez longtemps, les gens oublient que vous êtes celui qui tient tout ensemble. Et quand ils se souviennent enfin, il est déjà trop tard. Doutez que ce n'était que l'apéritif. Le chaos allait encore arriver, et il allait être servi avec une trahison de l'entreprise qui ferait passer Game of Thrones pour un repas de quartier convivial.
Mais bon, au moins j'avais la sécurité de l'emploi, non? Après tout, qui d'autre allait empêcher cet endroit de brûler pendant que tout le monde jouait à la politique de bureau et se disputait pour savoir si le nouveau logo devait être plus harmonieux? J'étais loin de me douter que j'allais découvrir à quel point ce poste était sûr. À 16h57 précise, ce jour que j'appelle désormais le jour où ma vie est devenue passionnante, mon ordinateur a émis le bip que tout employé d'entreprise redoute plus qu'un traitement de canal par un chihuahua caféiné. Vous connaissez ce son, cette petite notification innocente qui signifie que quelqu'un, quelque part, a décidé que votre journée allait empirer. J'ai jeté un coup d'œil à mon écran et il brillait comme une enseigne lumineuse devant un motel à CD. Une invitation de calendrier intitulée « Synchronisation rapide RH ». Pas de détails, pas d'ordre du jour, pas de petits mots utiles du genre « Salut Mason, je voulais juste discuter de tes excellentes performances et peut-être te donner une augmentation ». Non. Juste ces 3 mots qui auraient pu être ton exécution demain. Dans l'Amérique des entreprises, une invitation à une réunion sans contexte est une condamnation à mort prononcée via Outlook. C'est comme recevoir un texto de son ex qui dit simplement « Il faut qu'on parle ». Tu sais que ça ne se terminera pas par une bonne nouvelle et un gâteau au chocolat. J'ai fixé cette invitation pendant 30 bonnes secondes. Observant la petite roue qui tournait sur mon vieil ordinateur, essayant de digérer ce qui allait probablement être les 30 minutes les plus importantes de ma carrière. Mon instinct, qui avait été mon allié le plus fiable ces 20 dernières années, faisait des saltos à rendre jaloux un gymnaste olympique. Mais bon, ce n'était peut-être rien, non? Peut-être que Mélodie voulait juste parler du pique-nique d'entreprise ou me demander de réparer la graffeuse cassée de son bureau pour la 15e fois ce mois-ci. Ouais, bien sûr. Et peut-être que les cochons se feraient pousser des ailes et commenceraient à livrer des colis Amazon. Je me suis traîné jusqu'à chez moi ce soir-là avec tout l'enthousiasme d'un condamné à mort marchant vers la chaise électrique et j'ai passé la soirée à me gaver de restes de pizza, stressé, pendant que ma femme Kendra essayait de me convaincre que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'elle veut juste te donner une promotion, dit-elle, ce qui aurait été gentil si ce n'était complètement illusoire. Les promotions ne s'accompagnent pas de mystérieuses invitations à des réunions de dernière minute. Elles s'accompagnent de fanfares, de poignées de main et au moins d'un gâteau en feuilles de chez Costco. Le lendemain matin, je me suis présenté au bureau avec mon cardigan porte-bonheur, le bleu marine orné de la tache de café de la baby shower de Janet, qui s'était soldée par un divorce si spectaculaire qu'il avait fait la une des journaux locaux. Cette tache m'avait accompagné lors de 3 pannes de serveur, 2 urgences liées aux inondations et un incident impliquant un raton laveur dans le système de ventilation, dont on ne parle toujours pas. Si je devais tomber, je le ferais dans mon armure de combat, même si elle avait l'air d'avoir été attaquée par un café au lait particulièrement agressif. Je suis entré dans la salle de conférence B à 9h précise, car la ponctualité est apparemment mon seul point fort, d'après tous les rapports d'évaluation que j'ai reçus. La pièce sentait le faux désodorisant au citron que les entreprises utilisent pour masquer l'odeur des rêves brisés et du café hors de prix. Assise au bout de la table cirée, Mélodie, ma belle-sœur, arborait un sourire si large qu'on aurait pu le voir depuis l'espace. On aurait dit qu'elle venait de gagner au loto, de trouver un billet de 20 $ et de découvrir que les calories ne comptent pas le mardi. À côté d'elle était assis un avocat suffisant, chaussé de mocassins qui coûtaient probablement plus cher que ce que je gagnais en un mois. Ce type avait l'air de repasser ses chaussettes, de classer ses cravates par nombre de fils, et de n'avoir jamais éprouvé une seule émotion humaine authentique de toute sa vie. Il avait cette suffisance d'entreprise particulière qui vient de facturer 500 $ de l'heure pour détruire les moyens de subsistance des gens tout en sirotant de l'eau artisanale dans des bouteilles qui coûtent plus cher que le déjeuner de la plupart des gens. Mason. Mélodie gazouillait et, je le jure, on aurait dit que c'était son anniversaire, Noël et le jour où elle avait découvert le latte à la citrouille épicée, tout cela réuni en un instant magique de pure joie. Sa voix avait ce ton chantant que l'on utilise quand on s'apprête à annoncer une terrible nouvelle, mais qu'on veut faire semblant de vous rendre service. C'est le même ton que les vétérinaires utilisent quand ils s'apprêtent à euthanasier le chien de votre enfance. Je m'installai dans le fauteuil inconfortable en face d'eux. Le genre de mobilier d'entreprise conçu pour vous faire sentir petit et insignifiant pendant que des gens en costume coûteux décident de votre sort. Le cuir grinçait comme s'il souffrait, ce qui semblait approprié compte tenu des circonstances. Nous avons décidé de nous restructurer, continua-t-elle, toujours radieuse comme si elle annonçait le remède contre le cancer plutôt que la fin de ma carrière. Et on prend une nouvelle direction. Une nouvelle direction? Un jargon d'entreprise pour dire « on vous emmerde », mais on va utiliser des mots sophistiqués pour faire croire à une stratégie commerciale plutôt qu'à une vendetta personnelle. Je l'ai regardé droit dans les yeux, car si je devais tomber,
je tomberai en force. Laisse-moi deviner, Chase, ai-je dit, en faisant référence à son petit ami de 25 ans, qu'elle avait embauché le mois dernier, malgré le fait qu'il ne pouvait pas installer de toner d'imprimante sans faire ce qui semblait être une dépression nerveuse totale. Je parle de larmes, d'appels téléphoniques à sa mère et d'une discussion de 2 heures pour savoir si le remplacement des fournitures de bureau était en adéquation avec son image de marque. Chase était le genre d'homme qui portait des jeans moulants au bureau, mettait des citations motivantes dans sa signature de mail et m'a demandé un jour si le bâtiment avait le Wi-Fi, le bâtiment, comme si nous exploitions une sorte de forteresse médiévale où les gens communiquaient par pigeons voyageurs et faisaient chauffer leur déjeuner sur des feux ouverts. Il était à peu près aussi qualifié pour gérer les installations que je l'étais pour pratiquer la chirurgie cérébrale, mais il avait 2 atouts. Lui. Il était jeune et couché avec la DRH. Mélodie ne répondit pas à ma question, mais son sourire vacilla un instant comme un néon sur le point de griller. Au lieu de cela, elle glissa une chemise en papier craft sur la table avec toute la cérémonie de quelqu'un qui présente les joyaux de la couronne. La chemise était fine, étrangement fine, comme le genre d'enveloppe qui contient soit un billet de loterie, soit une lettre de licenciement. Et vu ma chance, je ne pariais pas sur la loterie. 3 mois de salaire, annonça-t-elle comme si elle me rendait un immense service au lieu de couvrir légalement l'assurance maladie de l'entreprise jusqu'à la fin du mois. Parce que rien ne prouve mieux la valeur de vos 2 décennies de service que le minimum requis par la loi pour éviter d'être poursuivi en justice. Non merci. Aucune reconnaissance pour les 20 années que j'avais passées à empêcher le rêve d'entreprise de s'effondrer. Aucune mention des innombrables nuits où j'étais resté tard. Les week-ends que j'avais sacrifiés. Les vacances que j'avais passées au sous-sol à régler leurs problèmes pendant qu'ils étaient à la maison avec leur famille. Juste un dossier, un sourire faux et une dernière requête qui a scellé toute l'expérience avec un joli petit nœud de cruauté d'entreprise. Remettez tous les biens de l'entreprise, a-t-elle dit. Et j'entendais presque la calculatrice du juriste tourner dans sa tête, additionnant toutes les façons dont cette conversation pourrait mal tourner si je décidais de faire une scène. Alors, j'ai fait exactement ce qu'il demandait. J'ai tout remis. J'ai quitté ce bâtiment dans un silence complet, traversant le hall comme une sorte de fantôme d'entreprise hantant la scène de son propre meurtre professionnel. Pas d'explosion dramatique, pas de discours du genre « montre-moi l'argent » à la Jerry Maguire. Pas de renversement de table ni de cri d'injustice. Juste moi, mon cardigan avec sa tache de café de cicatrice de guerre et une chemise en papier craft remplie d'indemnités de départ qui semblait plus lourde qu'une boule de bowling faite de pure déception. L'agent de sécurité, Dave, que j'avais aidé à réparer l'ordinateur de son fils une 50aine de fois au fil des ans, refusait même de croiser mon regard. Je suppose que les nouvelles se répandent vite quand on devient une persona non rada d'entreprise. Je me suis dirigé vers ma Honda Civic cabossée sur le parking, la même voiture que je conduisais depuis l'élection de Clinton, et les téléphones à clapet étaient encore monnaie courante. Le moteur toussait comme un vieil homme accro à 3 livres par jour, et je suis resté assis là un moment, à contempler l'immeuble qui avait été ma résidence secondaire pendant 20 ans. L'immeuble où j'avais rampé dans plus de conduits d'aération qu'un furet hyperactif, réparé plus de rêves brisés qu'un thérapeute à bas prix, et qui signifiait apparemment si peu qu'ils auraient pu m'effacer d'un simple dossier en papier craft et d'un sourire fin. Mais voilà le problème avec le fait d'être l'invisible, celui que tout le monde néglige, le ruban adhésif humain que personne ne remarque vraiment. On a tendance à savoir des choses. On surprend des conversations. On se souvient de détails que les autres oublient. Et surtout, on tient des archives très, très précises. Parce que quand on est celui qui répare tout, il vaut mieux garder une trace de ce qu'on a réparé et quand. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à trouver le nom qu'il me fallait, Riley Navarro. Riley était mon voisin de palier quand nous étions tous les deux des gamins stupides qui pensaient que l'âge adulte se résumerait à des jeux vidéo et des pizzas sans conséquence. Maintenant, il était avocat spécialisé en immobilier, avec un bureau en centre-ville, un prêt immobilier suffisant pour financer un petit pays et des connaissances juridiques à donner des sueurs froides aux dirigeants d'entreprise. Riley, ai-je dit lorsqu'il a décroché, sans m'embarrasser de politesse, car ce n'était pas une visite de courtoisie. Vous vous souvenez du bail que j'ai signé en 2003 pour l'entreprise? Ma voix était ferme, mais intérieurement, je souriais comme un requin qui vient d'apercevoir un touriste avec une coupure sanglante. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Le genre de silence que marquent les avocats lorsque leur cerveau traite rapidement les implications juridiques et les heures facturables potentielles. Vous voulez dire celle où vous avez co-signé parce que l'entreprise n'avait pas de crédit, a demandé Riley, et je l'ai presque entendu ouvrir des dossiers dans sa tête,
triant des décennies de documents juridiques comme une sorte de classeur humain. Non, ai-je corrigé. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes, les amis. Je l'ai signé entièrement à mon nom et ils ont oublié. Voyez-vous, en 2003, Pinacle Solutions était en gros 3 types dans un garage avec de grands rêves et des côtes de crédit plus basses qu'un bar en enfer. Ils avaient besoin d'une personne financièrement crédible pour signer le bail. Quelqu'un qui avait un emploi stable, qui n'avait pas fait défaut de paiement sur ses prêts étudiants ni été impliqué dans une guerre des cartes de crédit avec Visa. Cette personne, c'était moi. Le plan initial était simple. Je signerais le bail pour leur permettre d'accéder au bâtiment, puis ils le transféreraient au nom de l'entreprise une fois qu'ils auraient pris leur marque et établi un crédit d'entreprise. C'était censé être temporaire, juste un coup de pouce pour lancer la start-up. Mais vous savez ce qui arrive aux arrangements temporaires dans le monde des affaires? Ils deviennent permanents parce que tout le monde les oublie. Surtout quand il y a des choses plus excitantes à gérer, comme les introductions en bourse et les acquisitions, et décider si le café du bureau doit être issu du commerce équitable ou simplement d'une exploitation normale. Riller tout ça, ce qui, dans le jargon juridique, signifie généralement « bon sang », c'est soit vraiment bien, soit vraiment mal, et j'ai besoin d'une seconde pour déterminer lequel. Puis il dit « oh non ». Et je savais qu'il commençait à saisir les terribles implications de ce que je lui disais. « Oh oui », répondis-je, car parfois, la meilleure réponse à une trahison d'entreprise se résume à 2 simples mots qui promettent une vengeance absolument épique. Voyez, voilà ce que Mélodie et son avocat en mocassin hors de prix ignoraient. Ce que Gregory Brent, avec ses 1000 costumes, n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Ce que 20 ans à me traiter comme un meuble invisible leur avait coûté. Je n'étais pas juste un type qui réparait son haut cassé et se fondait dans l'ombre. J'étais celui qui signait leur bail. Celui dont le nom figurait sur tous les documents juridiques qui les empêchaient de faire des affaires dans un carton derrière un Wendy's. Et il venait de me virer. Riley resta silencieux pendant un long moment, parcourant probablement tous les scénarios juridiques possibles dans sa tête comme un ordinateur traitant la partie d'échecs la plus chère du monde. Mason, dit-il finalement, sa voix emplie de ce mélange particulier d'admiration et de terreur que ressentent les avocats lorsqu'ils réalisent qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose de spectaculaire. Dis-moi que tu as des copies de tout, Riley, dis-je en m'engageant dans mon allée et en regardant ma maison, ma modeste maison au crédit immobilier remboursé, où j'avais conservé pendant 20 ans des dossiers méticuleux et des classeurs à faire pleurer de joie le fisc. J'ai des copies de documents qu'ils ont oublié de signer. Parce que c'est ce qu'on fait quand on est celui qui gère tout. On tient des registres. On classe les documents. On se souvient des détails importants que les autres sont trop occupés ou trop importants pour s'en soucier. Et parfois, juste parfois, ces détails oubliés reviennent en pleine figure, si fort qu'ils ont besoin d'une crème anti-hémorroïde industrielle. J'arrive, dit Riley. Et je l'entendais déjà prendre ses clés de voiture. Soit ce sera la plus belle affaire que j'ai jamais vue, soit on ira tous les deux en prison pour quelque chose que je n'ai pas encore compris. Amène de la bière, lui ai-je dit, et peut-être du pop-corn. Ça va être sympa, car après 20 ans d'invisibilité, j'allais devenir vraiment très visible. Je suis rentré chez moi comme un homme en mission, ce qui, je suppose, était le cas. Sauf que ma mission impliquait de potentiellement détruire la vie de gens qui me trouvaient aussi menaçants qu'un golden retriever portant un nœud papillon. Ma maison, c'est 110 mètres carrés de médiocrité suburbaine que j'avais racheté lorsque l'économie était devenue plus saine et que les gens pouvaient se permettre des choses, ressemblait soudain au centre de contrôle de l'opération revanche des entreprises. Qu'Indra était encore au travail, se demandant probablement si la nouvelle gamme de produits devait être vert écume ou brume océanique. Ignorant complètement que son mari allait devenir une légende ou un exemple à suivre, je suis allé directement au placard du couloir, celui dont Qu'Indra se plaignait toujours d'être trop encombré, mais que j'appelais « organisé stratégiquement ». Derrière les manteaux d'hiver qui sentaient la naphtaline et les rêves brisés. Au-delà des décorations de Noël que nous n'utilisions qu'une année sur 2 parce que nous sommes adultes et être adulte est épuisant. J'ai posé mon classeur de secours. Chaque propriétaire en possède un. Cette forteresse métallique où l'on conserve tous les documents importants dont on espère ne jamais avoir besoin, mais dont on sait qu'ils le seront dès qu'on les jettera. Acte de naissance, police d'assurance, garantie du réfrigérateur tombé en panne il y a 3 ans. Et là, dans une chemise en papier craft, marquée « Pinacle légal » de mon écriture manuscrite, se trouvait le ticket d'entrée. Le bail original, signé un mardi de mars 2003, alors que je croyais encore que la loyauté envers son employeur avait de l'importance et que Mélodie apprenait probablement encore à lasser ses chaussures.
J'ai sorti ce magnifique morceau de papier juridiquement contraignant et je l'ai étalé sur ma table de cuisine comme un pirate examinant une carte au trésor. Ce document, vieux de 22 ans, portait ma signature en bas, à l'encre noire qui avait viré au brun, mais qui était encore parfaitement lisible. Là, clairement, il était écrit « Locataire Mason Trigg », sans aucune mention de Pinacle Solutions, de Gregory Brent, ni de toute autre entité qui aurait pu les protéger de ce qui allait arriver. Mais voilà où ça devient encore mieux, les amis. J'ai pris un ordinateur portable, un dinosaure de 2018 qui mettait plus de temps à démarrer qu'à cuire une dinde, et qui a commencé à recouper les dates. Le bail était un contrat commercial standard de 5 ans, renouvelable tous les 5 ans avec un préavis écrit de 60 jours. Simple, direct, le genre de contrat qui suppose que toutes les parties impliquées possèdent au moins 2 neurones fonctionnels et des notions de compréhension écrite. Le premier renouvellement a eu lieu en 2008, juste au moment où j'ai été promu de réparateur à responsable des installations et des opérations. Je me souvenais de l'avoir signé aussi, car j'avais demandé à Grégory de transférer le bail au nom de l'entreprise, et il m'avait fait signe de la main comme si je l'embêtais avec la qualité des serviettes de la cafétéria. On s'en occupera plus tard, avait-il dit, ce qui, en langage d'entreprise, signifie, on ignorera ça jusqu'à ce que ce soit le problème de quelqu'un d'autre. Le deuxième renouvellement a eu lieu en 2013, et à ce moment-là, tout le monde avait complètement oublié que le bail n'était pas au nom de l'entreprise. J'étais devenu un tel incontournable dans cet immeuble que les gens ont probablement supposé que j'étais venu avec la plomberie. J'ai signé ce renouvellement pendant ma pause déjeuner, coincé entre la résolution d'un problème d'imprimante et l'explication à un responsable marketing de l'impossibilité de télécharger davantage d'Internet alors que le Wi-Fi était lent. Le troisième renouvellement, en 2018, a été le moment le plus intéressant. À ce moment-là, Pinacle était passé d'une start-up dans un garage à une entreprise légitime avec un chiffre d'affaires et un crédit d'entreprise réel. Ils auraient pu facilement transférer le bail, auraient dû le faire, mais tout le monde était trop occupé à compter l'argent et à planifier son expansion pour se soucier de détails juridiques ennuyeux comme le véritable propriétaire des droits de construction. Mais cette fois, en cette époque magnifique, il n'y a pas eu de renouvellement du tout. J'ai ouvert le calendrier de mon vieil ordinateur portable et compté à rebours à partir d'aujourd'hui. Le bail avait expiré il y a exactement 2 jours. 2 jours pendant que je rampais derrière des racks de serveurs et que ma belle-sœur me licenciait. Le document juridique le plus important de leur existence avait expiré discrètement comme dû les laisser au soleil. Et voilà le clou du spectacle qui m'a fait tellement rire que j'ai effrayé le chat du voisin, en vertu de la clause 9b du contrat initial, tout bail expiré était automatiquement converti en bail. Un bail mensuel aux mêmes conditions, résiliable par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de 30 jours. La société de gestion immobilière avait probablement envoyé les avis de renouvellement à l'adresse de l'entreprise, où un stagiaire du service courrier les avait classés sous des formalités juridiques ennuyeuses dont on parlera plus tard, et avait aussitôt oublié leur existence. Ils n'en avaient aucune idée. C'est génie d'eux. L'entreprise, qui me prenait pour un simple agent de maintenance invisible, avait complètement raté la date limite du contrat le plus important qui assurait la pérennité de leur entreprise. C'était comme oublier de renouveler son permis de conduire et s'étonner d'être arrêté pour conduite sans permis. Sauf qu'au lieu d'une contravention, ils étaient sur le point de perdre tout leur siège social. Je me suis adossé à ma chaise de cuisine, la même chaise bancale que j'avais l'intention de réparer depuis 3 ans, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti en 2 décennies de servitude. Un pouvoir pur et simple, pas le faux pouvoir qu'offre un titre prestigieux ou un bureau d'angle, mais le vrai pouvoir. Celui que confère la possession de documents juridiquement contraignants qui peuvent rendre les personnes importantes extrêmement mécontentes. Riley a frappé à ma porte. 20 minutes plus tard, un pack de 6 bières à la main, l'air d'un avocat qui flaire les heures facturables. « Montrez-moi tout », a-t-il dit avant même d'avoir franchi la porte. J'ai étalé les documents du bail sur ma table basse comme si nous préparions une invasion militaire, ce qui était probablement le cas. Riley a mis ses lunettes de lecture, ces lunettes hors de prix qui le faisaient ressembler à un professeur capable de ruiner un semestre d'un simple stylo rouge, et a commencé à parcourir les petits caractères avec l'intensité d'un faucon observant un lapin particulièrement lent. « Bon sang Mason », a-t-il murmuré après environ 5 minutes de lecture. « Vous comprenez ce que vous avez là. Un très bon mardi ? J'ai suggéré d'ouvrir une bière, car tant qu'à détruire la vie des gens, autant en profiter. Vous les tenez par les couilles, a dit Riley, ce qui était probablement la chose la plus peu professionnelle que je lui ai jamais entendu dire. Et venant d'un homme qui a défendu un client qui avait tenté de poursuivre McDonald's en justice pour l'avoir forcé à le faire. Gros,
c'était dire quelque chose. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une énergie que je n'avais pas ressentie depuis mes 20 ans, à l'époque où je croyais encore que le travail acharné et le dévouement seraient récompensés par autre chose qu'un cardigan taché de café et une lettre de licenciement remise par la famille. J'ai enfilé mes vieilles bottes, ces chenilles à embout d'acier qui avaient plus d'expérience qu'une caméra de correspondance de guerre, car c'était aujourd'hui que j'allais faire du bruit. Ce n'étaient pas mes bottes d'entretien silencieuses et sournoises. C'étaient mes bottes, je suis là pour remonter. Celles qui résonnaient dans les couloirs de marbre comme le tonnerre annonçant l'arrivée de la justice karmique. J'avais passé la soirée précédente avec Riley, à revoir chaque clause de ce bail avec la minutie d'archéologue examinant la tombe de Toutankhamon. Nous avions commandé une pizza, bu une quantité irresponsable de bière, et à minuit, nous avions un plan de bataille qui ferait pleurer de fierté son su. Riley avait rédigé la lettre de licenciement avec la gentillesse d'une précision juridique à couper le souffle. J'ai commenté en détail la réaction probable de Gregory Brent, que j'estimais osciller entre une fusion nucléaire et une rupture psychologique totale. Le bureau de gestion immobilière était situé dans un de ces immeubles commerciaux génériques qui semblent avoir été conçus par quelqu'un qui a entendu parler d'architecture sans jamais la voir. Moquette grise, mur beige et ce genre d'éclairage fluorescent qui donne l'impression que tout le monde est en train de mourir d'une carence en vitamine D. Mais aujourd'hui, ce désert stérile et industriel ressemblait à un palais de justice, et j'étais sur le point de rendre un verdict mûri depuis 20 ans. Mademoiselle Harriet Dean était assise derrière son bureau, telle la gardienne de l'ordre bureaucratique, entourée de classeurs et de plans tempo qui avaient visiblement renoncé à la vie. Harriet était la gestionnaire immobilière depuis l'ouverture, ce qui signifiait qu'elle avait vu plus de drames d'entreprise qu'une productrice de télé-réalité. C'était le genre de femme qui se souvenait de chaque violation de bail, de chaque retard de paiement et de chaque tentative d'introduire un animal de compagnie en douce dans un immeuble interdit. Lorsqu'elle leva les yeux vers moi par-dessus ses lunettes de lecture, le genre de femme qui les bibliothécaires portent des vêtements qu'ils portent lorsqu'ils s'apprêtent à vous trouver pour un livre en retard. J'ai vu l'instant précis où elle m'a reconnu, celui qui réparait des choses dans le bâtiment depuis 2 décennies. Mason Trigg, a-t-elle dit, et sa voix avait ce ton particulier que les fonctionnaires utilisent lorsqu'ils ne savent pas si vous êtes là pour payer une facture ou déposer une plainte. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Ils ont raté le renouvellement, n'est-ce pas, ai-je demandé, allant droit au but, car les banalités sont réservées à ceux qui ne sont pas sur le point de détruire des empires corporatifs. Je me suis appuyé contre son bureau avec l'assurance désinvolte d'un homme qui vient de découvrir qu'il a toutes les cartes en main dans un jeu auquel tout le monde pensait qu'il ne jouait même pas. Les doigts d'Harriet parcouraient son clavier avec la rapidité de quelqu'un qui tape des contrats de location depuis que les ordinateurs sont de la taille d'un réfrigérateur. Son écran s'est rempli d'informations, de dates et probablement d'une foule de signaux d'alarme qui auraient terrifié tout chef d'entreprise compétent. Elle a parcouru ce que j'ai pris pour un cimetière numérique de délais manqués et de correspondances ignorées. Ouais, dit-elle finalement. Et ce seul mot contenait suffisamment de condamnation de la part des entreprises pour alimenter une douzaine de poursuites judiciaires. Rien de leur part, pas même un appel téléphonique. Elle secoua la tête avec l'air déçu de quelqu'un qui aurait envoyé plusieurs avis de renouvellement à une entreprise qui les utilisait apparemment comme sous-verts. J'ai 3 messages vocaux sans réponse et 2 lettres recommandées qui sont revenues avec la mention « Retour à l'expéditeur ». On dirait qu'ils ne veulent plus rester en activité. J'ai fouillé dans la poche de ma veste et j'ai sorti la lettre de résiliation que Riley avait rédigée avec le soin affectueux d'un maître cuisinier préparant un repas de 5 plats de destruction légale. Le papier était impeccable, officiel et d'une simplicité absolument dévastatrice. Préavis de 30 jours pour résilier le bail mensuel, avec effet immédiat, avec tout le langage juridique approprié qui collerait comme de la superglue au doigt d'un juge de la Cour suprême. Nouveau locataire déjà en lice, ai-je dit en faisant glisser la lettre sur son bureau comme si je distribuais des cartes. De poker dans une partie à enjeux élevés. Bloom Pulse Wellness, il paie le triple. Et ce n'était même pas un mensonge. Bloom Pulse Wellness était une boutique de fitness spécialisée dans les cours de yoga hors de prix pour les banlieusards aisés qui souhaitaient atteindre l'éveil spirituel tout en portant des leggings à $200. Ils cherchaient un emplacement en centre-ville depuis des mois. Et quand Riley a évoqué avec désinvolture la possibilité d'un espace commercial de premier choix, ils nous ont pratiquement jeté de l'argent à la figure comme si nous étions des stripteaseuses à un enterrement de vie de garçon. Le triple du loyer du premier et du dernier mois, plus un dépôt de garantie pour financer un petit programme d'aménagement. Harriet resta bouche bée comme un pont-levis qui venait de perdre son intégrité structurelle. Elle fixa la lettre de licenciement, puis moi, puis la lettre de nouveau, comme si elle regardait un match de tennis avec des documents juridiques au lieu de balles jaunes pelucheuses.
Vous êtes sérieux, a-t-elle demandé. Je voyais presque les rouages tourner dans sa tête tandis qu'elle calculait les pourcentages de commission et imaginait la conversation qu'elle allait avoir avec des dirigeants d'entreprise très en colère. J'ai répondu, comme une crise cardiaque, parce que parfois, les meilleures réponses sont les classiques. Riley Navarro s'occupe de toutes les formalités administratives. Tout a été déposé auprès du comté, traitement accéléré, et Bloompulse est prêt à emménager dès le lendemain du départ de Pinacle. Le plus beau dans toute cette situation, c'était sa légalité absolue. Je ne faisais rien de louche, je ne manipulais pas de stratagème hâtif ni n'exploitais des failles juridiques qui me vaudraient une arrestation, une radiation du barreau ou ce qui arrive à ceux qui s'immiscent dans l'immobilier commercial. J'exerçais simplement mes droits légaux en tant que locataire légitime d'un bien que je payais, entretenais et occupais légalement depuis 20 ans. Le fait que mes anciens employeurs aient été trop arrogants et incompétents pour se souvenir du véritable titulaire du bail était leur problème, pas le mien. Harriet a imprimé 3 exemplaires de l'avis de résiliation et les a tamponnés. Le genre de sceau officiel qui rend les documents juridiquement inviolables, et elle m'a remis un reçu qui ressemblait à un certificat de décès du siège social de Pinacle Solutions. Ça va être intéressant, a-t-elle dit avec l'enthousiasme discret de quelqu'un qui s'apprête à assister au carnage de l'entreprise depuis les premières loges. Madame, ai-je dit en inclinant un chapeau imaginaire comme un cow-boy poli rendant justice aux frontières. Vous n'avez pas idée. Je suis sorti de ce bureau avec le sentiment d'avoir allumé la mèche du feu d'artifice le plus cher du monde. Demain matin, Gregory Brent allait entrer dans son bureau d'angle en s'attendant à une nouvelle journée à traiter les gens comme des meubles jetables. Et au lieu de cela, il allait trouver un avis d'expulsion qui transformerait son monde parfaitement ordonné en un amas de décombres flamboyants. 20 ans d'invisibilité allaient porter leurs fruits de la manière la plus spectaculaire qui soit. Ce soir-là, j'étais assis dans mon fauteuil inclinable, le même paresseux et débraillé que Kendra menaçait de remplacer depuis 5 ans, une bière dans une main et la télécommande de la télévision dans l'autre, me sentant comme un homme qui venait de semer les graines d'une justice catastrophique et magnifique. J'étais en plein milieu d'une rediffusion d'une série policière où les gentils gagnent toujours et où la justice est rendue en petit lot de 42 minutes lorsque mon téléphone a vibré avec ce son familier de notification de mail. Vous savez, ce petit bip innocent qui signifie généralement que quelqu'un vous invite à assister à une autre réunion inutile ou à contribuer à la retraite de Janet, même si Janet a passé la majeure partie de sa carrière à faire des mots croisés et à se plaindre de la température. Mais ce bip était différent. Ce bip était spécial. Ce bip venait de Melody Hart, ma chère belle-sœur, la femme qui avait souri comme une candidate de concours de beauté en me condamnant à mort professionnellement 24 heures plus tôt. J'ai presque senti la suffisance irradier sur l'écran de mon téléphone en ouvrant son message. L'objet était « Excellente confirmation de retour de biens de l'entreprise », car Melody était le genre de personne à utiliser des slogans d'entreprise même pour commander un café. Elle a probablement demandé au barista une boisson caféinée de taille moyenne au lieu de simplement dire « un café, s'il vous plaît ». L'email lui-même était un chef-d'œuvre de communication d'entreprise passive-agressive. Le genre de message qui semble professionnel en apparence, mais qui a toute la chaleur d'une ordonnance restrictive rédigée par un robot. Salut Mason. Tout a commencé parce qu'elle prétendait encore que nous étions une famille, même après avoir détruit mon gagne-pain avec l'efficacité d'une déchiqueteuse de papier d'entreprise. J'espère que vous vous portez bien pendant cette période de transition. Une période de transition comme un licenciement était une sorte de cycle de vie naturel, comme la puberté ou la ménopause, et non une trahison délibérée orchestrée par quelqu'un qui partageait son ADN avec ma femme. Suite à notre discussion d'hier, veuillez confirmer que vous avez restitué tous les biens de l'entreprise, y compris, mais sans illimité, les clés, les cartes d'accès, l'ordinateur portable de l'entreprise, les outils et tout autre matériel appartenant à Pinacle Solutions. Nous avons besoin de cette confirmation pour nos archives et pour garantir le respect de nos protocoles de sécurité. Elle a fait appel à la moitié de l'univers de l'entreprise pour la communication en direct, car rien n'est plus professionnel qu'humilier publiquement quelqu'un par email de groupe. Gregory Brent était là, bien sûr, avec le service juridique, les RH, la comptabilité, et probablement le concierge pour faire bonne mesure. On aurait dit qu'elle voulait organiser une parade virtuelle pour célébrer mon licenciement, avec confettis numériques et fanfares électroniques. Mais c'est là que Melody a commis sa première erreur cruciale. Elle a supposé que j'étais toujours le même agent d'entretien invisible et docile qui accepterait tranquillement son sort et partirait au chômage avec rien d'autre que de la rancœur et un gilet plein de regrets. Elle pensait avoir affaire à Mason, le paillasson humain, et non à Mason, celui qui détient les clés juridiques de votre royaume d'entreprise.
J'ai fait craquer mes articulations comme un pianiste se préparant pour le Carnegie Hall. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur « Répondre », tout cela avec l'enthousiasme de quelqu'un qui s'apprête à larguer une bombe atomique faite uniquement de documents juridiques et de justice karmique. Parce que si Mélodie voulait rendre cela public, si elle voulait impliquer tout le monde dans l'entreprise dans mon licenciement, alors tout le monde allait voir ce qui arrive quand on s'en prend aux mauvais invisibles. Salut Mélodie, ai-je écrit, imitant son ton faussement enjoué avec la précision d'un chirurgien maniant un scalpel de pur sarcasme. Merci de m'avoir contacté. J'espère que votre transition vers la destruction de carrière se déroule sans problème. Oui, j'ai restitué tous les biens de l'entreprise comme demandé. Cela comprend les clés de l'immeuble, les cartes d'accès qui, de toute façon, n'ont jamais fonctionné correctement, l'ordinateur portable plus vieux que certains de vos stagiaires et les outils que j'utilisais pour réparer tout ce qui tombait en panne dans ce bureau, car apparemment, j'étais la seule à savoir me servir d'un tournevis. J'ai marqué une pause, savourant l'impatience comme un bon vin avant de leur livrer la chute qui allait bouleverser leur monde, y compris la propriété dont vous avez oublié que je suis légalement propriétaire. Et puis, comme je ne suis pas un monstre, j'ai fourni des documents utiles pour étayer ma réclamation. J'ai joint une copie du contrat de bail original avec ma signature surlignée en jaune comme un rayon laser pointé directement sur leur gorge. J'ai joint les avis de renouvellement expirés qu'ils avaient ignorés avec le dévouement d'autruche se cachant la tête dans le sable. Et enfin, j'ai joint une copie de la demande d'expulsion que Riley avait déposée via le portail du comté ce matin-là. Voyez-vous, ai-je continué, car quand on fait des ravages, autant donner du contexte. En 2003, alors que Pinacle n'était que 3 gars dans un garage avec de grands rêves et des codes de crédit inférieurs à mon opinion sur l'ananas sur une pizza, j'ai signé le bail de votre immeuble. Pas co-signé. Pas garanti. Signé, mon nom, ma cote de crédit, ma responsabilité légale. Le plan était de le transférer à l'entreprise une fois établi, mais vous ne l'avez jamais fait. Pendant 20 ans, vous avez opéré dans un immeuble loué à mon nom, et hier, vous avez licencié le propriétaire. J'ai pratiquement entendu l'haleine collective de tous les membres de cette liste cesser lorsqu'ils ont pris conscience de l'ampleur de leur négligence. Ce n'était pas une simple erreur administrative. C'était une apocalypse d'entreprise livrée par email avec toute la subtilité d'un train de marchandises transportant de la dynamite. Le bail a expiré il y a 2 jours, ce que vous auriez su si quelqu'un dans votre organisation avait su. J'ai pris la peine de lire les lettres recommandées qui m'ont été renvoyées avec la mention « Retour à l'expéditeur ». Selon les termes du contrat initial, celui-ci s'était automatiquement transformé en un loyer mensuel, que j'ai résilié avec un préavis de 30 jours. À compter de maintenant, vous avez 30 jours pour quitter les lieux. Le nouveau locataire, Bloom Pulse Wellness, prendra possession des lieux le 1er du mois prochain. Au fait, il paie le triple de ce que vous payez. Merci donc d'avoir maintenu le loyer artificiellement bas pendant 2 décennies. J'ai signé et je vous souhaite bonne chance pour vos projets futurs, car parfois, le pire est de rester poli tout en détruisant l'univers de quelqu'un. Puis j'ai appuyé sur « Envoyer » et j'ai attendu le début du feu d'artifice. Riley avait tout déposé via le portail du comté ce matin-là avec l'efficacité d'un horloger suisse, un traitement accéléré, toutes les voies légales appropriées et suffisamment de tampons officiels pour le rendre inattaquable par n'importe quel avocat d'affaires. Le lendemain matin à 9 h, un avis d'expulsion orange vif serait attaché à la lettre de Gregory Brent. La porte du bureau ressemblait à un néon annonçant la fin d'une époque. Le lendemain matin arriva avec la promesse d'un magnifique désastre. Et je me suis réveillé comme un enfant le matin de Noël. Si Noël impliquait de voir ses ennemis découvrir que le Père Noël avait livré un sac rempli de conséquences juridiques au lieu de cadeaux. J'avais à peine fini mon premier café. Les bonnes choses que je gardais pour les occasions spéciales, car apparemment, la vengeance d'entreprise était une fête digne d'être célébrée, que mon téléphone s'est mis à vibrer comme une guêpe en colère piégée dans un bocal. Des SMS, des appels manqués, des messages vocaux dont je savais qu'ils allaient être absolument délicieux rien qu'à en juger par les eurodatages. Mais je les ai tous ignorés, car le meilleur dans toute bonne vengeance, c'est l'anticipation. Tel un chef cuisinier laissant mijoter un bon ragoût, je voulais laisser le chaos mijoter un moment avant d'en goûter le résultat. Pendant ce temps, Mélodie Hart est entrée dans le bâtiment principal à 8 heures précises, car elle était du genre à croire que la ponctualité était un trait de personnalité. Elle a franchi ses portes vitrées, vêtue de son l'armure habituelle de la confiance en entreprise. Un blazer qui coûtait probablement plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Des talons qui claquaient sur le sol en marbre tel un métronome comptant à rebours jusqu'à la fin du monde,
et qui brandissait son latte au lait d'avoine hors de prix comme un sceptre de pouvoir caféiné. Je n'étais pas là pour assister personnellement à ce moment, mais j'avais des alliés dans ce bâtiment. Des gens qui avaient vu Mélodie détruire des carrières avec l'indifférence désinvolte de quelqu'un qui chasse des mouches. Dave, l'agent de sécurité, qui n'avait jamais oublié que je l'avais aidé à configurer l'ordinateur de son fils pour l'école en ligne pendant la pandémie. Janet, de la comptabilité, qui se souvenait de chaque service que j'avais rendu au fil des ans. Marcus, de l'entreprise, qui comprenait que j'étais la seule personne dans le bâtiment à comprendre qu'éteindre et rallumer l'ordinateur n'était pas toujours la solution à tout. Ils sont devenus mes yeux et mes oreilles, mon réseau d'espions d'entreprise, plus qu'heureux de commenter le désastre en cours. Et d'après leur rapport, la routine matinale de Mélodie s'est déroulée exactement comme prévu jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Dans l'aile exécutive, Riley vit quelque chose qui la fit Jeannette, comme si elle venait de se heurter à un mur invisible. Là, attaché à la porte du bureau de Gregory Brent, avec la permanence d'un tatouage et la visibilité d'une enseigne lumineuse, se trouvait un avis d'expulsion orange vif. Pas un avis poli du genre, veuillez libérer au plus vite, mais un avis officiel, vous êtes foutu et tout le monde le sait. Le genre d'avis qui crie échec en lettres bureaucratiques audacieuses, visibles depuis l'espace. L'avis était plastifié, car Riley était si minutieuse. Et il contenait tous les codes, lois et règlements qui rendaient cette expulsion aussi inviolable qu'une limousine présidentielle. Numéro de dossier du comté, référence judiciaire et suffisamment de choses officielles pour la faire ressembler au petit frère en colère de la Constitution. C'était magnifique, comme une justice parfaitement exécutée et toujours nette, précise et absolument dévastatrice. Selon Dave, qui avait la meilleure vue sur le couloir exécutif depuis son bureau de sécurité, Mélodie resta là pendant 30 secondes à fixer cet avis comme si elle essayait de le faire disparaître. Par la force du déni. Elle cligna rapidement des yeux, se frotta les yeux et fit même un pas en arrière, comme si changer d'angle pouvait altérer la réalité de ce qu'elle voyait. Puis elle sortit son téléphone et commença à passer des appels avec l'énergie frénétique de quelqu'un qui essaie d'éteindre un incendie avec un pistolet à eau. Janet, de la comptabilité, me raconta plus tard qu'elle entendait la voix de Mélodie résonner dans le couloir, montant en intensité à chaque question sans réponse. « Comment ça, le bail a expiré ? Comment ça, Mason l'a signé ? Comment ça, on ne peut pas ignorer ça ?» À 8h10, Mélodie était au téléphone avec ce que je supposais être un conseiller juridique, balbutiant des explications qui ressemblaient probablement à quelqu'un essayant d'expliquer la physique quantique en pleine crise de panique. Mais il n'était qu'un agent d'entretien. Il n'était personne. Comment pouvait-il être propriétaire de l'immeuble ? La belle ironie du sort ne m'échappa pas. Pendant 20 ans, il m'avait traité comme si j'étais invisible, comme si j'étais un élément essentiel de l'infrastructure de l'immeuble, comme quelqu'un d'essentiel et de discret. Comme le câblage électrique ou la plomberie. Et maintenant, il découvrait qu'être invisible m'offrait le poste d'observation idéal pour les observer commettre le genre d'erreurs qui mettent fin à des carrières et détruisent des entreprises. À 8h45, Gregory Brent arriva au travail avec son style habituel. Des chaussures en cuir italien qui coûtaient plus cher que le loyer mensuel de certains, un costume probablement confectionné à la main par des elfes en Suisse, et cette assurance assurée qui naît de la conviction d'être la personne la plus intelligente de chaque pièce où l'on entre. Il traversa le hall comme s'il était le propriétaire des lieux, ce qui était amusant car il était sur le point de découvrir qu'il n'était pas du tout le propriétaire. Selon Marcus, qui installait un nouveau logiciel sur un ordinateur près de l'aile exécutive, la réaction de Gregory à l'avis d'expulsion fut comme regarder un documentaire animalier sur le moment où une gazelle réalise qu'elle est traquée par un lion. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis une sorte de panique primaire qu'on n'avait probablement pas vue dans les entreprises américaines depuis les procès Enron. Gregory se tenait devant son île relisant sans cesse cette annonce sur la porte du bureau. Comme si les mots se transformeraient en quelque chose de moins catastrophique s'ils se concentraient suffisamment. Son visage changea de couleur, plus qu'une bague d'humeur en pleine crise existentielle, rouge de colère, blanc de choc, vert de ce que je supposais être de la nausée, pour finalement s'installer sur un gris pâle qui correspondait à ses perspectives d'avenir. À 9h05, mon téléphone sonna, un appel d'un numéro que je connaissais, mais dont je n'avais plus eu de nouvelles depuis exactement 24 heures. Gregory Brent en personne, l'homme qui m'avait traité comme un meuble pendant 2 décennies, m'appelait personnellement pour la première fois de notre relation professionnelle. Je laissai sonner 4 fois avant de répondre. Car même dans les moments de victoire suprême, les bonnes manières sont importantes. Bonjour, dis-je, comme si j'ignorais qui appelait ni pourquoi cette personne pouvait être contrariée en ce beau mardi matin.
Et puis Grégory Brandt, PDG de Pinacle Solutions, maître de son univers d'entreprise, me hurla dessus avec la rage d'un homme qui voit son empire s'effondrer en temps réel. Mason, qu'est-ce que c'est? Grégory a crié dans mon oreille avec le type de rage primitive brute qui nécessite généralement des années de thérapie pour déballer correctement. Sa voix était si bruyante que je devais tenir le téléphone loin de ma tête. Et je pouvais pratiquement sentir sa tension artérielle se dresser dans le réseau cellulaire. C'était le même homme qui avait dépassé mon bureau pendant 20 ans sans reconnaître mon existence, qui m'avait confondu avec une réceptionniste le mois dernier, et qui criait maintenant mon nom comme si j'étais la star de son film d'horreur personnel. J'ai pris une gorgée de mon café, toujours les bonnes choses, toujours parfaitement chaude, et je me suis installé plus profondément dans mon fauteuil inclinable avec la satisfaction d'un homme qui regarde son équipe préférée marquer le toucher gagnant. Un avis d'expulsion, j'ai répondu avec le ton décontracté de quelqu'un discutant de la météo ou du prix de l'épicerie. Assez explicite, vraiment. Big Orange Paper, beaucoup de timbres officiels, probablement zippés à votre porte parce que personne vous fait confiance aux gens pour lire des documents importants. Vous ne pouvez pas faire ça. Grégory hurle. Et je pourrais l'entendre le pratiquement faire arpent dans son bureau de coin comme un animal en cage qui venait de réaliser que la porte de la cage avait été verrouillée de l'extérieur. C'est illégal. C'est l'extorsion. C'est légal. J'ai fini pour lui. Parce que parfois, lorsque les gens ont une rupture mentale complète, vous devez les aider à trouver les mots qu'ils recherchent. Le mot que vous recherchez est légal, Grégory. Complètement. Totalement. Absolument légal. J'ai vérifié avec mon avocat, qui a vérifié avec le comté, qui a vérifié avec la réalité, et il s'avère que lorsque vous licenciez la personne qui possède légalement votre bâtiment, les mauvaises choses ont tendance à se produire. Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne, le genre de calme qui vient juste avant que quelqu'un ait une révélation brillante ou un effondrement psychologique complet. Je pariais sur l'effondrement parce que Grégory n'avait jamais été particulièrement bon dans la gestion des situations qui ne pouvaient pas être résolues avec des mots à la mode d'entreprise et des affiches de motivation sur la synergie. Mais vous n'êtes que l'entretien, il a bafouillé. Et c'était là. 20 ans de condescendance emballés en 4 petits mots. Juste maintenance. Comme être le gars qui gardait toute son opération en cours d'exécution était en quelque sorte sous le préavis. Comme être l'épine dorsale invisible qui maintenait son empire d'entreprise ensemble m'a fait moins qu'humain. Je l'ai corrigé parce que la précision est importante lorsque vous détruisez la vie de quelqu'un par téléphone. J'étais maintenance. Maintenant, je suis votre ancien employé qui est propriétaire du bâtiment dans lequel vous êtes assis. Grande différence, Greg. Énorme. En fait, vous ne pouvez pas simplement nous jeter à l'extérieur, a-t-il poursuivi, sa voix atteignant un terrain qui a probablement effrayé les petits animaux dans un rayon de bloc 3B. Nous avons des contrats. Nous avons des clients. Nous avons une entreprise à gérer. Si j'avais dit parce que j'appréciais vraiment ce jeu de correction grammaticale, nous jouions. Vous aviez une entreprise à gérer. Maintenant, vous avez 30 jours pour trouver ailleurs pour l'exécuter. J'entends que les boîtes en carton derrière Wendy sont étonnamment abordables à cette période de l'année. Je pouvais l'entendre respirer fortement, essayant probablement de compter jusqu'à 10 ou de faire toutes les techniques de gestion du stress qu'ils enseignent lors de ces séminaires de direction qui coûtent plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. Mason, a-t-il dit, et sa voix était passée de la rage hurlante à le genre de plaidoyer désespéré généralement réservé aux personnes négociant avec des preneurs d'otages. Soyons raisonnables à ce sujet. Nous pouvons trouver quelque chose. Un nouveau bail, de meilleures conditions, peut-être même une opportunité de partenariat. Partenariat. J'ai ri et ce n'était pas un bon rire. C'était le genre de rire que les tueurs en série pratiquent probablement dans les miroirs. Vous voulez vous associer au gars que vous avez licencié hier? Le gars que vous pensiez était une réceptionniste? Le gars dont les 20 ans de service vous rinçaient dans les toilettes comme du yaourt expiré. C'était une décision commerciale, a protesté Grégory, ce qui était probablement la chose la plus stupide qu'il aurait pu dire à ce moment particulier. Rien de personnel. Nous avons dû restructurer, réduire les coûts, aller dans une nouvelle direction. Et je vais aussi dans une nouvelle direction. Dis-je en le coupant parce que l'écoute des excuses d'entreprise ne faisait plus partie de ma description de poste. La direction qui vous amène à emballer vos chaises de bureau ergonomiques et votre art mural de motivation et à trouver ailleurs pour décevoir les employés et ignorer les obligations commerciales de base. Mason, s'il vous plaît, il a supplié,
et je pouvais presque l'imaginer à genoux dans ce bureau d'angle, entouré de récompenses pour l'excellence et le leadership qui étaient sur le point de devenir aussi sans valeur que la monnaie confédérée. Que voulez-vous? De l'argent? Un meilleur paquet de licenciements? Nous pouvons discuter des options. Ce que je veux, dis-je, penchant en avant sur ma chaise comme si j'étais sur le point de partager un secret profond, c'est que vous ressentiez exactement ce que cela fait d'avoir toute votre vie professionnelle détruite par quelqu'un que vous considérez comme un avis. Je veux que vous sachiez ce que c'est que lorsque 20 ans de loyauté et de travail acharné sont effacés avec un dossier de manie et un faux sourire de quelqu'un qui ne durerait pas 5 minutes à faire votre travail réel, mais l'entreprise s'effondrera. Gregory Wade, ce qui était probablement vrai et certainement plus mon problème. Nous perdrons tout. Les employés seront sans travail. Les clients nous abandonneront. J'aurais dû y penser avant de licencier le gars qui possédait votre immeuble. J'ai dit avec le genre de logique froide qui aurait probablement impressionné Spock. Mais bon, regardez le bon côté. Bloom Pulse Wellness va faire des choses merveilleuses avec cet espace. Il pensait aux salles de méditation où se trouvait votre bureau. Très fun, beaucoup plus spirituellement aligné que tout paysage de l'enfer d'entreprise que vous dirigiez. Je pouvais entendre Gregory commencer à hyperventiler, ce qui semblait être le bon moment pour porter le coup final. Oh, et Gregory, la prochaine fois que vous voudrez licencier quelqu'un pour des raisons commerciales, assurez-vous peut-être qu'il ne possède pas légalement les locaux commerciaux. Juste un conseil amical de votre ancien gars de maintenance. J'ai raccroché alors qu'il faisait encore des bruits incohérents. Probablement le son d'un homme qui regarde son empire s'effondrer en temps réel. Ensuite, parce que je suis minutieux et que je crois en une documentation appropriée, j'ai ouvert mon ordinateur portable et conçu un dernier email à toute la société. Le même groupe Mélodie avait si réfléchi dans le défilé d'humiliation d'hier. La ligne d'objet était simple, la mise à jour de la construction, la nouvelle gestion. J'ai joint des copies des documents de location, le dépôt d'expulsion et un calendrier utile montrant exactement combien de temps l'entreprise opérait illégalement dans un bâtiment qu'il n'a pas loué ou possédé. J'ai CCED légal, RH, comptabilité et tous ceux qui avaient été témoins de mon licenciement parce que la transparence est importante en période de transition. Le message a été bref et professionnel, avec effet immédiat. Pinacle Solutions a 30 jours pour quitter les locaux. Le nouveau locataire a été sécurisé et des plans de transition sont en cours. Merci pour votre attention à cette question. Je l'ai signé. Mason Trigg, propriétaire de propriété, car les titres sont importants et je viens d'acquérir le meilleur de ma carrière. Lundi matin s'est déroulé comme le générique d'ouverture de mon film de catastrophe préféré. Et j'étais assis sur mon porche avec une tasse de café noir qui avait le goût de la victoire mélangée avec de la caféine. Le temps était parfait, ensoleillé, mais pas trop chaud, avec juste assez de brise pour donner à toute l'expérience que la nature elle-même célébrait mon coup d'état d'entreprise. Je m'étais positionné stratégiquement dans mon fauteuil à bascule, celui que j'avais acheté lors d'une vente de garage il y a 15 ans avec mon ordinateur portable équilibré sur mes genoux et mon téléphone est facturé à 100% parce que j'avais le sentiment que cela allait être une journée à documenter. Internet, en fin de compte, est une belle chose quand elle fonctionne en votre faveur plutôt que contre vous. Les médias sociaux avaient repris l'histoire plus rapidement qu'un adolescent de potin répandant des rumeurs sur la reine du bal, et soudain, tout le monde voulait connaître le gars de la maintenance qui a expulsé sa propre entreprise. Die Startup Meltdown était tendance à midi, ce qui était plus rapide que la pause du déjeuner de la plupart des gens et certainement plus rapide que la capacité de Gregory à contrôler le récit. Mais le vrai divertissement a commencé quand quelqu'un, et je suis presque sûr que c'était Marcus parce qu'il avait le meilleur angle par rapport au parking, a publié une vidéo qui est devenue virale plus rapidement qu'un chat jouant du piano. Les images ont montré à Gregory Brent lui-même, PDG extraordinaire, debout dans le parking de Pinacle. Comme un homme regardant sa maison se brûler tout en tenant un extincteur vide. Il criait dans un camion en mouvement, agitant ses bras comme un tube gonflable ayant une crise existentielle. Et puis, oh, c'était la belle partie. Il a attrapé une de ses chaises de bureau ergonomique et l'a lancée sur le côté du camion avec toute la fureur d'un tout petit jetant une crise de colère. La chaise a frappé le camion avec un bruyant qui résonnait à travers le parking, comme le clou de mort de la dignité des entreprises. Le son était tellement satisfaisant, il aurait dû être mis en musique, peut-être quelque chose de classique comme Wagner, ou du moins le thème de Jeopardy. Gregory se tenait là un instant après avoir lancé la chaise, réalisant probablement que l'agression de meubles n'allait pas résoudre ses problèmes juridiques, puis s'est envolé vers sa BMW comme un homme se retirant d'une bataille qu'il n'aurait jamais dû commencer. Internet a absolument explosé.
La vidéo a frappé tous les blogs technologiques en quelques heures, partagée par des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de solutions de Pinacle, mais ont reconnu la joie universelle de regarder un boss arrogant obtenir ses commes-paix. Les titres étaient de la pure poésie. TechBro est expulsé par UX employé. Le PDG jette une chaise, jette la crise de colère, perd le bâtiment. Et mon préféré, l'homme local découvre que le licenciement du propriétaire a des conséquences. Mais attendez, ça va mieux. Un détective internet entreprenant, probablement quelqu'un avec trop de temps et trop de compétences avec les dossiers publics, a compris que Grégory et moi étions techniquement des beaux-frères à travers nos femmes. L'histoire est soudainement devenue, TechBro est expulsé par son beau-frère, qui a ajouté tout un élément dramatique familial que les médias sociaux ont absolument dévoré comme des requins dans un buffet de sang. Les mèmes étaient incroyables. Quelqu'un a fait un cadeau de Grégory en lançant la chaise avec la légende « Quand vous tirez le mauvais gars ». Un autre a montré une comparaison avant et après, PDG avant de licencier le gars de la maintenance contre PDG après avoir licencié le gars de la maintenance avec des photos d'un cadre confiant contre un homme ayant une fusion publique dans un parking. Pendant ce temps, Bloom Pulse Wellness a emménagé comme s'ils organisaient un coup d'état exécuté par des instructeurs de yoga et des coachs de vie. Ils se sont présentés avec des camions en mouvement remplis de meubles biologiques, de plantes qui semblaient vivants et de suffisamment de cristaux pour alimenter une convention New Age. En quelques heures, ils avaient transformé le hall d'une friche de l'entreprise stérile en quelque chose qui ressemblait à un magasin d'aliments naturels avec un bébé avec une retraite de méditation. Ils m'ont même envoyé un panier cadeau, un bel arrangement en osier rempli de savon de lavande, de miel biologique, de tisane et d'une note de remerciement écrite sur du papier à base de bonnes intentions recyclées. La note a dit « Merci d'avoir rendu notre emplacement de rêve disponible. Nous sommes impatients d'apporter du bien-être et de l'énergie positive à cet espace. » C'était le genre de geste que Grégory Brandt n'aurait jamais fait en 20 ans à m'utiliser. Et ces gens m'avaient connu depuis exactement une semaine. J'ai passé le reste de la journée. C'est où tous les tuyaux sont enterrés. Les clés de retour. Obtenir tout le putain de bâtiment. 3 mois plus tard, j'ai marché dans mon couloir à la maison avec le rythme mesuré d'un homme qui avait finalement compris à quoi ressemblait réellement la victoire. Le même couloir où j'avais passé 20 ans à se précipiter devant des photos de famille pour répondre aux appels d'urgence sur les imprimantes cassées et les salles de bains inondées, où je saisirais ma ceinture d'outils à toute heure pour résoudre les problèmes des autres tandis que ma propre vie s'est lentement effondrée sur les bords. Mais aujourd'hui, ce couloir était différent. Aujourd'hui, c'était comme un tour de victoire. Je me suis arrêté à la petite table en bois près de la porte d'entrée, celui que Kindra avait acheté lors d'une vente de garage quand nous croyions encore que le mariage était de soutenir les rêves de l'autre au lieu de permettre le martyre professionnel de l'autre. Sur cette table était assis un petit tiroir qui avait été fermé depuis exactement 3 mois, 1 semaine et 4 jours. Non pas que je comptais ou quoi que ce soit. À l'intérieur de ce tiroir se trouvait quelque chose que j'enregistrais un instant, tout comme celui-ci. La clé en laiton de 2003 a attrapé les lumières de l'après-midi qui coulaient à travers notre fenêtre alors que je la retire. Lourd et solide et toujours portant le léger ternir de 20 ans passé à déverrouiller les portes des autres. Il m'avait donné le premier jour de Pinacle Solutions. À l'époque où l'entreprise était suffisamment petite pour que tout le monde connaissait le nom de tout le monde, et je crois en fait que le travail acharné et la loyauté ont été récompensés par quelque chose de plus substantiel qu'un cardigan et un glissement rose. Cela ouvre tout. Grégory m'avait dit à l'époque quand il était jeune et affamé et assez désespéré pour traiter un gars d'entretien comme un être humain. Vous êtes notre premier employé, Mason. Vous faites partie de la famille maintenant. Famille ? Le mot avait le goût de cendre maintenant, étant donné que les membres de la famille réelle avaient été ceux qui orchestrent mon exécution professionnelle. J'ai tenu cette clé pendant un long moment, ressentant son poids familier et se souvenant de toutes les portes qu'il avait déverrouillées au fil des ans. Les placards de fournitures remplis de rêves brisés et de fournitures de bureaux qui n'ont jamais fonctionné correctement. Salle de serveur où j'avais passé d'innombrables nuits à infirmier l'équipement de mort à la vie avec rien d'autre que de la détermination et du ruban électrique. Salle de conférence où des personnes importantes ont pris des décisions importantes concernant mon existence sans importance. Salle de bains exécutive où les toilettes étaient tout aussi susceptibles de sauvegarder comme tout le monde, malgré le coût 10 fois plus. Mais cette clé avait également déverrouillé autre chose. Quelque chose que ces génies d'entreprise n'ont jamais réalisé qu'ils me tenaient le premier jour. Il avait débloqué le pouvoir de détruire tout ce qu'ils pensaient posséder, tout ce qu'ils pensaient contrôler, tout ce qu'ils pensaient avoir compris à propos de l'homme invisible qui a gardé leur monde tourné. Je me dirigeais vers le mur à côté de ma photo de mariage,
celle que j'ai retournée il y a 3 mois lorsque j'ai réalisé que la fidélité à la famille était apparemment une rue à sens unique, et j'ai accroché cette clé en laiton sur un petit ongle que j'avais installé exactement à